On va avancer, donc c'est Brigitte Rochereau qui va nous parler de la place, de l'organisation et du rôle de la Fédération nationale des associations médicales de nutrition. Merci beaucoup. Alors voilà, je suis donc médecin nutritionniste, desk 1 de nutrition. Je travaille en libéral, une grosse partie libérale à Antony en région parisienne. Je travaille également dans une clinique à but non lucratif, dans un service de médecine des adolescents. Nous recevons des adolescents en obésité qui sont inclus dans des programmes de chirurgie de l'obésité. Et je suis ravie de représenter la Flamme en tant que présidente. Alors, pour revenir à quelque chose que Michel Krempf a dit de façon très judicieuse, d'abord, voilà, je vais vous présenter 2 diapos qui vont vous expliquer pourquoi la genèse de la Flamme. D'abord, un nutritionniste, c'est quoi? Voilà. Donc, je suis tombée sur un article du professeur Charles Prézère, qui est vice-président de la Société française de nutrition entérale et parentérale l'année dernière, donc au JFN de Bruxelles. On ne sait pas trop, alors médecin généraliste, nutritionniste, diététicien, nutritionniste, parce que ça complique aussi le truc, médecin spécialiste, mais quelle spécialité? Nutrithérapeute, chrononutritionniste, morphonutritionniste, et puis moi je me suis permis de rajouter en bas Madame Michu, parce que Madame Michu, elle vend des sachets protéinés au marché où je travaille. Donc effectivement, partant de là, c'est déjà un peu la cacophonie, on ne sait plus qui est qui. Alors, nous sommes quand même médecins, on va le rajouter, mais si on est un homme, on est médecin, si on est une fille, on est au mieux diététicienne, et au pire, à Madame Michu, bon, enfin, on pardonne. On pardonne parce que le patient, lui, sait pas trop, lui, ce qu'il veut, c'est maigrir. Maintenant, quand c'est dans le corps médical, qu'on ne sait pas qui est qui, là, je pardonne pas. Il y a même l'année dernière, en professeur de nutrition, rappelle-toi, Corinne, qui nous avait demandé en public, mais quelle est la différence entre un médecin nutritionniste et une diététicienne? Voilà, merci, monsieur le professeur de nutrition. Alors, un médecin un nutritionniste, non, c'est pas vous, vous n'êtes pas dans la salle. Mais bon, ça fait un peu vexé, quoi. Alors, un nutritionniste, c'est quoi? Mais forcément, c'est prescrire des régimes. Donc, vous avez tous les patients qui viennent chez le médecin en disant, bon, je fais bonbons, c'est parce qu'à partir de demain, je vais manger que des trucs vapeur. Si ça marchait, ça se saurait. Il n'y aurait pas cette épidémie d'obésité, bien sûr. Un médecin nutritionniste n'a pas appris à donner des régimes. Hein. La preuve, le régime, il y a un grand rapport de l'ANSES qui dit que finalement, ça n'applique que ceux qui le font. Mais un médecin nutritionniste, c'est quand même quelqu'un qui va aller dans la vie de l'individu. Je fais un petit clin d'œil au professeur Monique Roman, qui a la gentillesse de venir, président de la Société française de nutrition, mais aussi également professeur de nutrition dans les Hauts-de-France, c'est ça? Voilà. Donc, vous voyez, l'individu, on ne peut pas le dissocier de son environnement familial, socioculturel, économique, gustatif, ses apprentissages. Donc, vous allez donner peut-être à ce monsieur-là, que vous voyez le plus gros du groupe, ben, je sais pas, moi, un régime vapeur parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires. Il ne le fera pas, bien entendu. Donc, il va falloir effectivement pêcher chez le patient ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire, plutôt que de le bombarder avec des consignes du PNNS. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. D'ailleurs, je vous défie à vous de savoir qu'est-ce que ça veut dire manger 5 fruits et légumes par jour. Je vous donnerai la réponse à la fin. Voilà, donc un médecin nutritionniste, c'est fait aussi pour rentrer dans la vie du patient. Et rentrer dans la vie du patient, vous savez, ça demande du temps et c'est compliqué. Partant de là, nous en avons eu un peu marre finalement d'être amalgamés à voilà, des prescripteurs de régime. Donc on a voulu fonder la société, une fédération, une association de médecins nutritionnistes, Fédération nationale des associations médicales de nutrition, avec, vous voyez, le bureau en bas, le bureau national. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc une association loi 1901 qui regroupe des médecins. Nous sommes tous médecins spécialistes de toute discipline. Le noyau de cette association, c'est quand même des médecins qui pratiquent la nutrition grâce à des DU, des DIU ou des DES de nutrition, qui exercent la nutrition dans le respect d'une charte qualité. Et je vous invite à regarder ce site internet de la Flamme, la charte qualité qui nous différencie de docteur machin ou machin, une bidule qui vend des régimes, etc., qui passe à la télévision et qui nous dessert en tout cas au niveau de la profession. Et puis, on participe et même on intervient dans des formations pluriannuelles, donc on s'oblige à avoir des formations pluriprofessionnelles, des PC, groupes de pairs, réunions, etc., congrès. Cet après-midi, vous aurez un florilège non exhaustif de certains de nos membres et vous allez voir que moi, je suis fière, en tout cas, d'adhérer à cette association. Nous sommes répartis sur la France, toute la France, donc nous avons également des médecins en Corse et dans les dom-toms. Donc nous avons un annuaire à la Flamme de professionnels de santé, de médecins, nutritionnistes qui pouvons travailler absolument en collaboration avec tout le monde. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'abord de se faire connaître, de travailler grâce à un syndicat qui s'appelle le SIMFAN, à la reconnaissance du statut de médecin nutritionniste. C'est quoi un médecin nutritionniste? Dr Krempf en a parlé. Moi, je remets un petit peu le coup.
à la reconnaissance de notre profession et pas être amalgamé à n'importe qui, à la promotion dans le secteur libéral et hospitalier, à sa présence dans le maillage pluriprofessionnel dans tous les domaines de la nutrition et en particulier au niveau de lutte contre l'obésité. Et je remercie les 4 coordinateurs des CSO franciliens d'être venus tout de suite à cette réunion. Je les remercie chaleureusement parce que ce n'était pas forcément facile de se libérer tous les 4 aujourd'hui. Alors, le champ de la nutrition est large, on vous l'a dit, ça va de la dénutrition extrême, effectivement, avec des hospitalisations en réanimation, jusqu'à l'obésité compliquée, l'obésité handicap, et nous avons maintenant beaucoup de boulot aussi pour démêler un petit peu tous ces régimes à la mode. Alors, c'est les régimes sans gluten, sans produits laitiers, sans viande, végétarien, et surtout maintenant sans food maps. Donc, on est déjà un petit peu en retard sur les régimes sans gluten, Monique. Alors, nous, on va s'intéresser particulièrement, donc impossible de travailler seul, vous comprenez bien, c'est juste pas possible. Hein, nous, tout seuls, on peut rien faire. Donc, on va s'intéresser à l'obésité super, je vais pas dire morbide, hein, parce que déjà mortifère, on va dire massive, avec compliqué et quelquefois donc compliqué d'handicap, donc qui nous intéresse notamment les chirurgiens bariatriques. Je vais vous dire juste une chose. Pour votre information, ce sont les patients qui sont très compliqués. Très compliqués, pourquoi? Parce qu'ils sont un échec, ils sont gros, mais gros massifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été aussi gros de leur vie, ils ont fait tous les régimes de la Terre, et donc ils ont des troubles du comportement alimentaire, au minimum des binges ou des compulsions, c'est sûr. Donc il faut faire un travail de lobbying préopératoire pour justement optimiser les chances de la chirurgie. Si ces patients-là se font opérer comme ça à l'argame à nu, parce qu'ils veulent se faire opérer, là vous avez les complications. Alors, état des lieux de la chirurgie, de la prise en charge de l'obésité chirurgicale en ville, donc je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, effectivement, ce suivi post-opératoire, c'est le talon d'Achille de la chirurgie bariatrique. Les besoins en professionnels de santé sont énormes, donc l'épidémie d'obésité, explosion des procédures bariatriques, je ne vais pas revenir dessus. La réalité, donc, on a le pays effectivement théorique. La réalité, c'est que la majorité des opérations se font en dehors des CSO et particulièrement dans les cliniques privées. Moi, je regrette que mes chirurgiens avec qui je travaille en privé ne soient pas venus. Voilà, pourtant, ils sont dans la même ville. Il y a une hétérogénéité régionale de l'organisation des premières et deuxièmes recours en ville. Et il y a beaucoup de freins en médecine de ville par rapport à la prise en charge de l'obésité. Je vais vous en compter. Ce qu'il faut que vous sachiez, messieurs les chirurgiens, c'est que vous êtes leur Dieu, c'est vous qui allez les sauver. Nous, on est nazes, de toute façon, nos régimes, ils ont raté, donc forcément, on est nazes. Les médecins généralistes, ils n'ont pas le temps, puis de toute façon, on ne va pas trop leur dire qu'on va se faire opérer, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord. Et le psychiatre, mais pourquoi aller voir un psychiatre? Moi, j'ai pas besoin de remuer tout ça, je suis pas fou, tout va bien. Donc, le patient est très demandeur de la chirurgie de l'obésité et très demandeur des chirurgiens. Il n'est pas du tout motivé pour aller voir les médecins et les psychiatres. Je vous dis ça tout de suite. Donc, ils vont vous faire du charme pour se faire opérer. Et ils sont très habiles pour se faire opérer. Je ne vais pas vous faire l'affront de remettre cette étude SOS-USI que vous connaissez tous sur l'intérêt de la chirurgie bariatrique par rapport aux prises en charge médicales, une prospective sur 15 ans. On va peut-être la visionner d'une autre façon, si vous me permettez. Le chirurgien, il voit le patient pendant 2 ans post-opératoire, on va dire. Ben voilà, quoi, c'est la lune de miel, tout va bien, je change de vie, je change de peau, vous m'avez sauvé, super guéri. Sauf que le problème, c'est que vous avez vu après la suite, il y a une remontée de poids, et après arrivent les complications, en tout cas. C'est là où là, nous, on est un peu démunis. Parce que vous savez, la vie continue, c'est vachement compliqué de changer de vie, que finalement, il y a une lassitude ou un oubli, ou une abstinence médicamenteuse, la dégradation de la vie parce qu'il y a une reprise du poids, parce qu'il y a une reprise des troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y a une réapparition des comorbidités, ben ouais, l'apnée du sommeil, la machine, tout ça, et parce qu'on peut nous voir les complications nutritionnelles, avec Marlène on en parlait, quelquefois on est très angoissé de voir des gailles verniquées ou des dénutritions qui obligent la réanimation. Donc le patient toute la vie, il a entendu parler qu'il faut maigrir, il faut pas manger beaucoup pour maigrir, et là on lui dit mais il faut manger pour pas mourir. Donc en fait dans sa tête c'est un petit peu compliqué en fait. Donc on a besoin de tous travailler ensemble, et c'est super important que le maillage autour du patient soit cohérent. Et ne parlons pas des décompensations psychologiques, parce qu'accentuées par l'échec, et dont le risque de suicide est élevé, il est élevé bien sûr, et vous regardez dans l'étude SOS-UD, il est mentionné, mais pas trop cherché quand même, mais il existe. Donc les patients opérés sont à haut risque, s'ils ne sont pas suivis après l'opération, ça, on est tous convaincus.
Alors, côté médecin nutritionniste en ville, de toute façon, on n'a pas attendu le plan de lutte contre l'obésité pour s'organiser, pour faire notre petit maillage informel. Maintenant, on voit arriver dans nos consultations des patients qui ne sont pas toujours préparés et suivis correctement à cette chirurgie de l'obésité. Ils sont en échec de chirurgie, avec troubles du comportement alimentaire, en situation carentielle, avec des réapparitions des comorbidités, sans dossier chirurgical. Pitié, alors ça, c'est vraiment la plaie. Les patients, ils sont nomades, ils veulent plus avoir le chirurgien parce qu'ils ont regrossi, donc ils changent d'équipe, ils vont voir quelqu'un d'autre. On n'a pas le dossier, on a oublié, on ne sait plus trop quoi, etc. C'est juste, c'est des consultations qui servent à rien. Et le patient n'est pas toujours motivé. Nous, il nous prend des rendez-vous, il vient pas, sans forcément l'annuler. Voilà. Donc, on a des créneaux d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, des trous de gourriade dans nos plannings pour des patients qui veulent venir. Alors, avant l'opération, tout de suite, ils veulent leur rendez-vous tout de suite, mais après l'opération, voilà. Donc, ils changent d'avis au dernier moment. Alors, le frein majeur, bien entendu, c'est le temps. Nous, le temps, c'est de l'argent en libéral. On est payé effectivement à l'acte. Les consultations sont très chronophages et puis on a un engorgement de nos consultations par le nombre croissant de patients opérés. Et le frein financier, écoutez, il existe. L'argent est le nerf de la guerre. Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça. Même si on a porté le serment d'Hippocrate, oui, mais il faut bien qu'on vive. Les cotations, elles sont en secteur 1. 23 ou 26 €, enfin, voilà, les RCP, c'est du bénévolat. Nous, en libéral, on y va gratos. Et les ETP, merci le réseau rond d'être là pour nous financer un peu les programmes de TP, mais le TP en ville, c'est du bénévolat aussi. Donc moi, je veux bien qu'on travaille, on est un peu philanthrope, nous, mais voilà, quoi, il ne faut pas non plus déconsidérer. Surtout que Madame Michu, elle fait payer 500 € ses sachets protéinés, quand même, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc voilà. Alors, maintenant que j'ai posé mon petit cri d'alarme, le recours aux spécialistes est difficile, bien entendu, parce qu'il y a une pénurie, où ils ne sont pas toujours disponibles, eux-mêmes sont surbookés, et aussi, il n'y a pas de compte-rendu. Moi, combien de fois je me bagarre pour avoir les comptes-rendus préopératoires, au moins l'avis du psy, au moins l'avis du chirurgien, que je n'ai pas toujours. Le patient, il dit, ouais, j'ai eu une sleeve, j'ai eu un bypass, mais c'est quoi un bypass? Oui, texto, un bypass. Et en quelle année? Je sais plus, tiens, voilà, donc voilà. Ok. Alors, on a quand même des propositions. Je vais terminer quand même là-dessus. Proposition de la FNAM pour optimiser la prise en charge. Alors, sachez quand même que les médecins de ville sont très fortement demandeurs d'une coopération pluriprofessionnelle. D'abord, j'aimerais bien qu'on améliore la visibilité des spécialistes de ville formés à l'obésité. Comme disait Monsieur Crème, tous les gens n'ont pas envie de travailler sur l'obésité. Voilà. Donc, au moins améliorer cette visibilité. Qui travaille où et comment. Et ouvrir la FNAM, nous, on est prêt à ouvrir aux spécialistes d'organes. Je vous rappelle qu'initialement, nous étions des médecins nutritionnistes, mais on est ouvert à cardio, pneumo, qui veut venir pour travailler au service de l'obésité. Et alors, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à créer un annuaire national. Pourtant, j'ai été en janvier au ministère de la Santé, on a créé un annuaire des troubles du comportement alimentaire. Il est là, il est physique. Alors, l'annuaire, on peut le faire papier ou électronique, où vous voulez, mais au moins qu'on ait des correspondants qui nous arrangeraient, nous tous. Voilà, en incluant bien sûr les associations de patients qui sont aussi importantes, les maisons de santé, les réseaux obésité, et puis inclure le médecin traitant, c'est sympa, mais il faut quand même lui demander son avis. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Qu'est-ce qu'il peut faire? À Paris, à Saint-Étienne, dans le désert médical, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Alors, renforcer la communication et la collaboration entre différents groupes, mais ça c'est essentiel. Si on ne travaille pas ensemble dans le même discours, comment voulez-vous que le patient s'y repère? En plus, le patient, il en joue. Lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, etc. Donc, ça serait bien d'améliorer la transmission de l'information, au moins qu'on ait les courriers ou les comptes rendus. Ça, c'est vital. Il y a la majorité des médecins de ville qui n'ont pas les comptes rendus opératoires. J'insiste auprès des chirurgiens, il y en a qui le font. Attention, je ne veux pas tout amalgamer, mais il y en a qui ne le font pas. Et pour avoir un discours consensuel pour le patient, et pourquoi pas créer un carnet de santé, mais vous voyez, les enfants, ils ont un carnet de santé. Créons un carnet de santé, pourquoi pas électronique, peu importe, mais un carnet de santé pour qu'il y ait la date opératoire, le nom de l'opération, tout ce qui a été dit par le chirurgien, etc. Et quand le patient déménage, ou quand il va ailleurs, ou quand il ne se rappelle plus, on a déjà ce carnet de santé. Et ça, je pense que c'est facile à faire. Un carnet de santé pour enfants qui le sponsorise, pourquoi pas créer un carnet de santé pour le patient bariatrique. Gardé par le patient, bien sûr, c'est son dossier médical. Voilà, je finis presque, et puis il va falloir effectivement repenser un modèle économique, parce que valorisation incitative de l'assurance maladie, de la consultation de nutrition, du suivi opératoire. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on cassait un petit peu du dos sur les médecins qui donnaient des régimes comme ça, puis débrouillez-vous. En fait, je peux comprendre, parce que des fois, je me dis, zut, je passe 3/4 d'heure avec quelqu'un, c'est des consultations chronophages qui sont longues, c'est quand même de la pathologie chronique. Sinon, moi, je donne un régime, ça dure 1/4 d'heure, le patient, il est content, il a son régime, et je fais payer la consultation. Donc, vous voyez, il faut aussi peut-être nous aider dans notre pratique de consultation. Et je pense que la France,
est le seul pays, enfin je pense, hein, vous allez me dire si je me trompe, où il n'y a aucune contrainte pour le patient. Allez, je me fais opérer, tac tac, remboursement de tout, chirurgie esthétique, enfin chirurgie réparatrice, je rembourse tout. Ah mais je me refais opérer 10 ans après parce que j'ai regrossi. Il faut peut-être aussi responsabiliser le patient. Enfin voilà, c'est peut-être un sujet sensible, je sais bien, mais quand même, voilà, on est peut-être assez. Peut-être qu'il faut responsabiliser le patient, au moins pour qu'il vienne au rendez-vous, qu'il a pris déjà ça. Voilà, une chose pour finir, c'est uniquement le travail collégial qui nous aidera à sortir de ce problème, cette pathologie. N'oubliez pas qu'on a travaillé tous ensemble contre un ennemi qui est la maladie et pas les uns contre les autres. Alors moi j'ai fait ça, moi j'ai telle spécialité, moi je suis là. On s'en fiche, on travaille tous ensemble contre un problème qui est la maladie. Et là-dedans, il y a les paramédicaux, bien sûr, il y a les acteurs sociaux, il n'y a pas que les médecins, bien sûr. Et je terminerai par une phrase du professeur Hutten, qui a été mon professeur, un de mes professeurs au début de chirurgie de l'obésité que j'ai passé en 2010. La cohésion de l'équipe pluridisciplinaire et des soignants de ville est au cœur de l'optimisation de la prise en charge. Et là, je pense que tout est dit. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a d'autres associations de nutrition, parce que en tant que chirurgien, nous, on a du mal à s'y retrouver dans toutes ces associations. Non, nous sommes la seule. Hein. Vous êtes les seuls. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non, micronutrition, enfin, c'est pas validé par la science, hein, donc, enfin, je sais pas. Alors, bon, moi, je suis présidente de la Société française de nutrition, qui ne regroupe pas que des cliniciens, mais je veux dire que les membres de la FNAM sont des membres très actifs de la Société française de nutrition et qui défendent justement cet aspect clinique de la nutrition en ville. Alors, c'est une fédération. Je pense qu'ils ont une visibilité, ils se battent, ils font des trucs super. Quand vous dites est-ce qu'il y en a d'autres, il y a effectivement d'autres sociétés de nutrition qui ont des spécialités où les uns ou les autres sont. Je pense qu'en ce qui concerne les cliniciens de ville, c'est la femme. Merci. Merci Brigitte. Enfin, on a quand même l'impression que si vous étiez plus soudés, ça simplifierait le problème. Parce que là, on a en face de nous différentes associations qu'on a du mal à cerner quand même. Je sais pas, par exemple, on a demandé à Sofco, par exemple, de faire partie de la Fédération française de nutrition. Et la Fédération française de nutrition, ça regroupe 6 ou 7 associations. Donc, la Fédération française de nutrition est une fédération dont fait partie la FNAM, dont fait partie la Société française de nutrition, la SFNEP, la FERO. Ça regroupe l'ensemble des sociétés. Bon, c'est éventuellement quand on a besoin de prendre une parole en commun. Ensuite, il y a des sociétés et des associations de nutrition qui ont des spécificités. Et notamment, la FNAM, c'est vraiment l'association des cliniciens. Et ils peuvent être membres. Les membres de la FNAM sont membres pour certains de la FERO, pour certains de la SFL. Et voilà. Et on s'entend tous dans l'ensemble très bien. Il ne faut pas être bisounours, mais quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Prenez le micro. Pardon? Mais je vais laisser la parole à ceux qui connaissent mieux que moi. Hein. S'il vous plaît, une petite seconde. C'est enregistré et donc il est souhaitable quand vous voulez parler que vous ayez le micro. Sans ça, ce que vous dites. Alors c'était par rapport à ce que tu avais dit concernant le fait que la France soit le seul pays qui ne donnait pas d'obligation aux patients dans son suivi. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans les autres pays. Alors, j'ai vu les droits du patient et certains collègues ont affiché à côté les devoirs du patient. Alors, les Belges, à ma connaissance, ont des CSO depuis plus longtemps que nous et au sein duquel le patient est astreint à payer 10 € s'il n'est pas venu à son rendez-vous. Ceci est admis par le Conseil de l'Ordre et la Caisse d'assurance maladie des Belges. Alors, au séminaire qu'on avait fait... Il paye à la prochaine consultation, il y a 10 € qui ne sont pas remboursés. Oui, alors je suis un petit peu étonnée sur les CSO parce que je ne pense pas qu'ils avaient des CSO à... Il y a quelques centres d'obésité en Belgique, effectivement, mais c'est en Belgique où c'est comme ça, un patient qui ne vient pas... à des devoirs, ça c'est reconnu. En Belgique, ils font un peu ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'organisation, chaque centre fait ce qu'il a envie. Hein.
Au séminaire qu'on avait fait l'année dernière sur le suivi bariatrique ici à l'Académie, un Néerlandais était venu nous expliquer qu'ils avaient un forfait pour l'ensemble de la prise en charge. C'est la solution. Hein. Oui, et effectivement, en Allemagne, il y a le même principe. Le patient, quand il s'inscrit pour un rendez-vous, il paye 10 € systématiquement. Il vient, c'est dans le prix de sa consultation, il ne vient pas, ça reste dû. Donc on pourrait peut-être mettre en place un système comme ça. On est d'accord, il faut responsabiliser les patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, l'année dernière, c'était le chirurgien Edwards qui avait présenté le modèle néerlandais. En fait, aux Pays-Bas, il y a une prise en charge donc sur 5 ans qui est obligatoire. Il y a 6 rendez-vous préopératoires qui sont obligatoires. Si le patient ne le fait pas, il ne va pas être opéré. Et ensuite, donc, il a en totalité sur les 5 ans, il a 28 rendez-vous à faire. Donc c'est avec le chirurgien, la diététicienne, la psychologue, des activités physiques, enfin je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. Et donc voilà, il y a ces 28 rendez-vous qui sont pris en charge et le patient est obligé de s'y rendre pendant 5 ans. S'il ne le fait pas, il y a une amende de 200 €. Sauf que dans la réalité, en fait, quasiment tous les patients viennent au rendez-vous, donc il n'y a jamais besoin de mettre en place la sanction. Madame Fagot-Campagna a une réponse. Oh, je suis pas sûre d'avoir la réponse à cette grave question. Simplement, juste un point. En France, le patient participe déjà largement puisqu'on a étudié le reste à charge de la chirurgie et de l'anesthésie qui est assez conséquent. Les 2/3 des interventions sont réalisées dans le privé. Donc de ce côté-là, le patient participe assez lourdement à sa chirurgie. En France, vous connaissez tous la discussion qu'il y a eu autour de l'appareillage pour syndrome d'apnée du sommeil, la responsabilisation du patient qui avait été proposée et le débat qui s'en est ensuite. Donc on n'est pas du tout, je pense, actuellement armé pour responsabiliser le patient quant au suivi. Alors après, comment inciter le patient à être plus acteur dans ce suivi à vie? C'est déjà lui faire comprendre qu'il y a un suivi à vie. Je pense que c'est pas du tout compris par beaucoup de patients et ça dépend de la préparation qu'il y a en amont. Donc c'est de la responsabilité de l'équipe médico-chirurgicale qui porte l'indication thérapeutique et quand on a 45 000 chirurgies par an et que ça s'envole, je pense qu'il y a une responsabilité très forte sur les nutritionnistes et sur les chirurgiens qui décident ensemble de cette intervention. Donc c'est déjà, les centres d'excellence bien sûr font ces cahiers de suivi, les remettent, ils sont très bien remplis avant, très bien remplis à peu près dans les 2 ans pour une certaine proportion et après ça disparaît. Donc on peut réfléchir, et c'est ce qu'on fait actuellement à l'assurance maladie, sur le fait d'arriver à mettre dans notre système d'information quelque chose qui fait qu'on sait que le patient a été opéré et qu'on puisse lui envoyer directement par le système assurance maladie des courriers qui rappellent, voilà, vous avez été opéré, vous avez besoin d'un suivi spécifique, d'après nos données, il nous semble que, etc., comme on le fait pour la vaccination grippe, pour les patients au risque, diabétiques, asthmatiques ou personnes âgées. On peut imaginer des dispositifs de ce type qui sont plus des dispositifs d'incitation positive des patients que pénalisants pour des patients qui sont, je vous le rappelle, des patients précaires et qui ont déjà un reste à charge opératoire assez lourd. D'accord, c'est une bonne idée et j'espère que ça va être mis en pratique alors. Oui. On aimerait bien effectivement que ce soit en pratique. Moi j'ai 2 remarques. La première, j'écris systématiquement quand un patient ne vient pas au médecin généraliste. Et c'est un taux de retour qui est assez positif, c'est-à-dire à peu près un patient sur 2 après reprend rendez-vous quand même. Et puis l'autre point, je suis un peu surpris, et là vous allez m'expliquer, vu de la FNAM, vous dites on n'est pas dans les CSO. Comment ça marche ça? C'est-à-dire que moi si je prends notre exemple de la région ouest des Pays de Loire, hein, du CSO de Nantes, on a englobé l'ensemble des opérateurs, et on essaie d'englober l'ensemble des médecins nutritionnistes Vous nous avez dit tout à l'heure, mais il y a plein de médecins nutritionnistes qui ne sont pas dans les CSO et qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Donc, expliquez-moi cette situation. Alors, je pense que tout dépend des régions. Il y a des régions qui sont avant-gardistes, bien sûr. Les médecins nutritionnistes font partie intégrante du maillage.
Bon, moi, je suis en Île-de-France. L'Île-de-France est très grand. Il y a 4 CSO, enfin, voilà, 4 gros piliers. C'est un peu compliqué. Pourtant, j'existe. Ça fait longtemps que j'existe. Mais bon, voilà, ben, c'est comme ça, hein. C'est pas faute d'aller solliciter les gens. Ben, je pense que il y a moins de communication. Même les chirurgiens de ma commune, franchement, je les ai sollicités 2 fois. Ils sont pas venus. Donc, ça veut dire que les chirurgiens sont demandeurs de travailler en partenariat. Ben, s'ils viennent pas, comment on fait? Voilà, c'est compliqué. Ça, je pense, je sais pas de quoi ça dépend, des gens, de l'ambiance, de la région, de la ville, de l'hôpital. J'en sais rien. Je ne sais pas, ça me dépasse. Mais ça viendra de toute façon. Ils sont obligés. On est obligés de travailler ensemble. Donc ça viendra. Mais il y a une inertie qui fait perdre du temps, quoi. Je voulais rebondir sur l'identification au niveau de la CNAM. Est-ce que vous pouvez identifier un acte chirurgical? Mais notre activité à nous, comment vous l'identifiez? En fait, ça va être le sujet de la présentation qui va venir. En effet, on a beaucoup de mal à identifier votre activité. On a du mal à identifier l'activité de l'ensemble des nutritionnistes. Quand c'est à l'hôpital, on ne peut pas différencier un service d'endocrinologie, de diabétologie ou de nutrition. Donc ça, c'est déjà une limite pour l'activité hospitalière. Et quand c'est en ville, tout ce qui est même chose pour l'endocrinologue libéral, qui est parfois très attaché à la nutrition, hein, il y en a beaucoup quand même. Et puis pour le médecin qui a fait une spécialisation en ville, on vous en parlera tout à l'heure, mais on a beaucoup de difficultés dans les fichiers de l'assurance maladie à faire la différence. Donc là aussi, il y a peut-être une reconnaissance, mais ça dépend du médecin, ça dépend de sa déclaration, de ce qu'on appelle les MEP, mais bon, non, on vous en parlera un petit peu. Merci. Moi, je voudrais répondre par rapport à ça. Personnellement, je suis en Haute-Vienne, à Limoges. J'ai prévenu l'assurance maladie que j'étais titulaire du desk 1 de nutrition, et ils m'ont dit que ce n'était absolument pas reconnu et qu'il n'y avait aucun moyen de mentionner quelque part que je puisse être titulaire de ce desk. Ça, c'est une vraie réalité. Pour tous ceux d'entre nous qui avons passé la VE et obtenu le desk, on a fait passer au niveau de la FNAM un courrier comme ça, envoyé au Conseil de l'Ordre des médecins et envoyé au CNAM. Aucun retour de la CNAM. Je dirais même plus, c'est le CNAM qui nous a dit qu'effectivement la CNAM pouvait discerner véritablement le médecin nutritionniste puisqu'il savait qu'on avait une compétence en nutrition. Et c'est le président de l'Ordre qui m'a dit ça. Ma collègue Maïté Ailiou va vous répondre plus précisément. Oui, au niveau de l'activité, donc on va vous le présenter, mais c'est vrai que c'est juste déclaratif et c'est juste dans ce qu'on appelle Amélie. C'est juste là où, en fin de compte, c'est recensé donc pour le patient, mais ça s'arrête là. On va vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est vrai que, voilà. C'est même pas recensé sur Amélie. C'est censé être recensé sur Amélie, c'est ce qu'on nous a dit. Effectivement, c'était un début d'une démarche qu'on avait en ordre avec les universitaires. Un début d'une démarche qu'on avait faite avec les universitaires, c'était effectivement que le système Amélie, à partir du moment où on avait la VAE en nutrition, pouvait inscrire notre VAE en nutrition dans l'Amélie. Et permet, pour les médecins traitants, c'est très important de savoir quel est le référent dans la région, effectivement. Et en pratique, dans ma région également, on m'a répondu que non, alors que le président de l'Ordre m'a dit la CNAM peut vous reconnaître, puisque nous, on transfère vos diplômes à la CNAM.